Moi, je ne serai jamais d'accord avec ce nouveau président du Bénin tant qu'il n'arrête pas de faire tout ce qu'il fait là. On dit ce 9 juin, il est attendu au Sénégal, Mali, Guinée-Bissau. Tout ça pour la fraternité, pour l'union de l'Afrique. Avant, il était au Nigeria, il était au Niger, il était au Burkina, il était en Côte d'Ivoire, il était au Togo, à Lomé. Juste pour la fraternité, pour l'union de l'Afrique. Moi, je ne serai jamais d'accord. Le passage du nouveau président béninois, Romuald Ouadani, n'est pas passé inaperçu dans les pays de l'AES. Aujourd'hui, nous allons décortiquer quelles sont les raisons de sa visite. Pourquoi il a visité ce pays? Nous avons le Burkina, le Mali et le Niger. Pourquoi le président Romuald Ouadani a visité ce pays? Nous savons très bien que le Bénin et les pays de l'AES ne sont pas de bons termes. Mais, selon ses dires, il est venu pour raviver. Il est venu pour remettre tout en ordre. Il est venu pour raviver les relations entre ces pays. Il a visité beaucoup de pays africains. Mais, ce qui nous retient ici, c'est les pays de l'AES que le président Romuald Ouadani a visité. Avec lui. Hein? Tout ça pour le développement de l'Afrique. Mais comment? Monsieur le Président, ce que vous êtes en train de faire là, le développement, l'allure que l'Afrique va prendre maintenant, mais ça va dépasser le poids. L'Europe ne peut plus supporter le poids maintenant. Vous allez voir le poids. Si nous ne collaborons pas davantage avec nos voisins, si nos voisins ne collaborent pas davantage avec nous, nous allons déplacer temporairement le problème et le problème reviendra encore vers nous. Nous allons saisir l'occasion du renouvellement à la tête de l'État pour repartir encore vers certains de nos voisins qui peinent à nous faire confiance. Le président, son Excellence Romuald Ouadani, a dit, je cite, « Si nous ne collaborons pas davantage avec nos voisins, si nos voisins ne collaborent pas davantage avec nous, nous allons reporter temporairement nos problèmes. Et les problèmes reviendront vers nous. C'est-à-dire, si nous avons des problèmes et que nous ne cherchons pas à trouver des solutions, c'est comme si nous reportons les problèmes, car ça va nous rattraper un jour. Maintenant, quel est le critère qui va nous permettre d'évaluer le déplacement idéologique, géopolitique ou géostratégique du nouveau président béninois? Mais ce sont les évolutions de la commission mixte bénino-nigérienne ou nigéro-béninoise qui a été mise en place par les deux chefs d'État. Les présidents Tiani et Ouadani se sont entendus pour se donner 15 jours, avec une commission mixte qui doit donner des recommandations afin que soient levés tous les obstacles qui empêchent l'ouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger et par conséquent qui permettent de redésenclaver complètement le port de Cotonou par rapport au hinterland de l'AES. Si Monsieur le président du Bénin, monsieur le nouveau président du Bénin, je ne suis pas d'accord. Vous venez juste d'arriver et vous achetez des bus là-bas. Les terreaux sont allés tester le Bénin. Le nouveau président, là, ils sont allés le tester déjà dans la nuit du 25 au 26. Et puis, personne n'a parlé de ça. Les médias qui sont en toujours en train de quand il s'agit de l'AES. Du président Ouadani du Bénin et au Niger s'inscrit dans la logique de la décrispation. C'est-à-dire, il voulait décrisper la situation. À un moment donné, c'était crispé entre le Bénin et le Niger. Bon, j'ai l'impression aussi qu'il a profité pour se comporter en panafricaniste. Puisque sa première sortie, quand il est sorti, il a préféré commencer par ses voisins au lieu d'aller en Europe faire allégeance au maître français. Il est parti au Nigeria, saluer le voisin du Nigeria. Après, il est venu au Niger, il est parti au Burkina. Je ne sais pas s'il est parti au Mali. Normalement, il devrait aller au Mali. Donc, vous voyez, lui, sa politique. Dans vous les Béninois, là, il y a élection, on ne savait même pas. C'est quelle élection qui est passée doucement comme ça? Il n'y a pas ça. Romuald Ouadani devient le 11e président de la République du Bénin. Il succède à son père, M. Patrice Talon. Vous voyez, lui, sa politique étrangère s'inscrit dans le but de faire un bon voisinage avec tous les pays qui l'entourent. Ça, c'est une bonne pratique pour un pays africain. Et au Niger, comme vous l'avez constaté, sa visite a été bien appréciée, a été bien accueillie par la population. Et même là-bas au Bénin, ils étaient très contents puisque j'ai vu une importante communauté béninoise qui est venue l'accueillir. Quand l'autre délégation est partie à son investiture,
conduite par le Premier ministre. Dès qu'on a annoncé les Nigériens, toute la salle a applaudi. Malimanw kow be yen n'aw ɲɛ dara nin video kan a bɛ nin video partager kosɛbɛ, c'est à dire a y'a protéger a ka kɛri caman bila m'o ɲini aw fɛ. Malimanw minnu tun b'a la ko Benin président kura ka voyage fɔlɔ ko a ye Afrique jamana caman ye. La commission mixte finit ses travaux dans les 15 jours, que ces recommandations consensuelles soient appliquées par les deux parties en tension et même en conflit larvé, ce sera un point fondamental pour une relecture de la relation entre le Bénin et le Burkina et de la relation entre le Bénin et le Mali. Il n'y a aucun doute qu'il y aura un effet domino positif si la commission mixte Bénin Bénin-Niger réussit ses travaux, si la frontière nigéro... Le président, son excellence Romuald Wadani, a dit, je cite, « Si nous ne collaborons pas davantage avec nos voisins, si nos voisins ne collaborent pas davantage avec nous, nous allons reporter temporairement nos problèmes. Et les problèmes reviendront vers nous. C'est-à-dire, si nous avons des problèmes et que nous ne cherchons pas à trouver des solutions, c'est comme si nous reportons. » Un président prend son poste. 14 jours plus tard, il a déjà frappé à toutes les portes que son prédécesseur avait fermées pendant des années. Ce n'est pas un conte politique. C'est ce qui s'est réellement passé au cœur de l'Afrique de l'Ouest en ce mois de juin 2026. Et ce que ce président vient de faire à Bamako, la capitale malienne, pourrait bien changer le destin de toute une région. Alors voilà la vraie question. Pourquoi un chef d'État qui vient à peine d'être investi prend-il l'avion en urgence pour aller rencontrer des gouvernements militaires que son pays regardait avec méfiance depuis des années? Pourquoi Bamako et pas une autre capitale? Et surtout, qu'est-ce que cette poignée de main entre Cotonou et l'Alliance des États du Sahel cache vraiment comme enjeu existentiel pour des millions de personnes? Reste là. Parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va te forcer à repenser complètement ce que tu crois savoir sur la géopolitique ouest-africaine. Commençons par poser le décor, parce que pour comprendre l'ampleur de ce qui vient de se passer, il faut d'abord comprendre le gouffre qui existait avant. Le Bénin et ses voisins du Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, ne se parlaient mais plus vraiment. Pas officiellement, pas en profondeur. Sous l'ère Talon, les relations diplomatiques entre Cotonou et les capitales de l'Alliance des États du Sahel s'étaient progressivement dégradées jusqu'à atteindre un point critique. Des accusations, des frontières fermées, des convois bloqués, des soldats sans coordination. Et pendant ce temps, dans le nord du Bénin, quelque chose de beaucoup plus sombre était en train de se développer dans l'ombre. Mais tout ça, on y reviendra. D'abord, parlons de l'homme qui est au centre de cette histoire. Ram Wadani a 59 ans. Ancien ministre des Finances, il a géré les comptes du Bénin pendant une décennie entière. Ce n'est pas un militaire, ce n'est pas un idéologue, c'est un technocrate, un homme de chiffres, quelqu'un qui sait lire un tableau de bord économique et en tirer les conséquences. Et c'est précisément pour ça que sa première décision de politique étrangère est si frappante. Parce qu'un homme qui comprend les chiffres comprend aussi ce que ça coûte quand les routes sont coupées, quand les ports perdent leurs clients, quand les camions restent immobiles sur le bord d'une frontière fermée. Et ce calcul-là, il l'a fait. Et il a compris qu'il ne pouvait pas attendre. Il a été investi le 24 mai 2026. Le 1er juin, soit 7 jours à peine après avoir prêté serment, son avion atterrissait à Niamey. Le lendemain, dans la même journée, oui, une seule journée, il était à la fois à N'Djamena et à Ouagadougou. Et le 3 juin, il rencontrait déjà des dirigeants à Lomé. Puis le 9 juin, il boucle la boucle à Bamako, au Mali. 5 visites dans les capitales les plus stratégiques de la sous-région en moins de 2 semaines de présidence. Ce n'est pas une tournée de courtoisie. Ce n'est pas du protocole diplomatique standard. C'est une opération de survie nationale déguisée en diplomatie de bon voisinage. Et pour comprendre pourquoi, il faut ouvrir 2 dossiers en parallèle. Le premier, c'est l'économie. Le second, c'est le sang qui coule. Commençons par l'économie. Parce que Dachemna a une économie. Parce que les chiffres ne mentent pas. Regarde la carte de l'Afrique de l'Ouest avec les yeux d'un homme d'affaires. Le Niger est enclavé, le Mali est enclavé, le Burkina Faso est enclavé. Ces 3 pays n'ont aucun accès direct à l'océan Atlantique. 0. Pour exporter leurs marchandises, pour importer ce dont leurs populations ont besoin, ils dépendent entièrement des routes qui traversent les pays côtiers. Et la route la plus courte, la plus directe, la moins chère pour le Niger, c'est celle qui passe par Cotonou. Pas Lagos, pas Lomé. Cotonou. Le port de Cotonou est une artère vitale pour toute cette région enclavée. Certaines estimations parlent de 70% des marchandises à destination ou en provenance des pays du Sahel qui transitent par ce port. 70%.
Même si ce chiffre est légèrement surestimé, même si la réalité se situe autour de 40 ou 50%, ça reste colossal. Ça veut dire qu'une décision prise à Cotonou peut étrangler ou faire prospérer des nations entières à des centaines de kilomètres à l'intérieur du continent. Et qu'est-ce qui s'est passé quand les relations ont dégringolé en 2023 ? La frontière entre le Bénin et le Niger a fermé. Et quand cette frontière a fermé, le commerce ne s'est pas ralenti. Il s'est effondré. En quelques semaines, plus de 1600 camions se retrouvaient bloqués, bloqués, leurs cargaisons immobiles, leurs marchandises périssables en train de se détériorer. Du côté nigérien, les prix ont grimpé. Du côté béninois, les revenus portuaires ont chuté. Les deux pays saignaient de la même blessure, chacun de son côté de la frontière, sans vouloir l'admettre publiquement. En février de cette année, le Niger a tenté de contourner le problème en ouvrant une route alternative. Mais une route de contournement, ce n'est pas une solution. C'est un pansement sur une artère sectionnée. La vraie solution, la seule solution durable, c'est de rouvrir l'axe Cotonou-Niamey. Et c'est exactement ce que Wadagni est allé négocier. La réunion avec le général Tiani à Niamey a accouché d'un communiqué conjoint en 9 points. Le clou de ce document, c'est la création d'un comité d'experts chargé d'éliminer tous les obstacles au commerce entre les deux pays et de préparer la réouverture de la frontière. Ce comité a 15 jours pour rendre ses conclusions. 15 jours. Pas 6 mois, pas 1 an. 15 jours. C'est le calendrier qu'un président de moins de 2 semaines a imposé pour résoudre un problème qui durait depuis 3 ans. Est-ce que tu commences à saisir l'urgence qui anime cet homme ? Mais voilà ce que les commentateurs économiques ont tendance à oublier quand ils analysent cette diplomatie béninoise. Le Bénin a besoin du Sahel autant que le Sahel a besoin du Bénin. Ce n'est pas une relation de dépendance unilatérale, c'est une interdépendance symétrique. Un port sans hinterland commercial, c'est un port qui meurt à petit feu. Cotonou a besoin que les camions repartent chargés vers le nord. Les entreprises béninoises de transport, de logistique, de manutention, tous ces acteurs économiques ont besoin que les routes du Sahel soient ouvertes et sûres. Wadagni le sait mieux que quiconque. Il a passé 10 ans à surveiller les flux financiers du pays. Il sait exactement ce que la fermeture de ces corridors commerciaux coûte en pointe de croissance, en emploi, en recettes fiscales. Et maintenant qu'il est aux commandes, il agit. Mais soyons honnêtes, l'économie, aussi importante soit-elle, n'est pas le facteur le plus urgent. Non. Le facteur le plus urgent, le plus immédiat, le plus existentiellement menaçant pour le Bénin, en ce moment, c'est ce qui se passe dans le nord du pays. Et là, les chiffres font froid dans le dos. En 2021, le nord du Bénin a enregistré 22 attaques terroristes sur l'ensemble de l'année. 22. C'est déjà préoccupant. Mais en 2024, ce même chiffre avait bondi à 176 attaques. En 3 ans, le nombre d'incidents sécuritaires a été multiplié par 8. 8 fois plus d'attaques. Et les victimes ont suivi cette trajectoire macabre. Environ 52 morts en 2022, puis 131 en 2024. Le nombre de morts a plus que doublé en 2 ans. Et puis il y a eu janvier 2025, une date que beaucoup de Béninois n'oublieront pas. Des combattants affiliés à une coalition djihadiste liée à Al-Qaïda ont mené une attaque coordonnée près de la rivière Mékrou, à l'intérieur d'un parc national. Résultat, au moins 28 soldats béninois tués. Certains bilans évoquent un chiffre encore plus élevé. Dans le triangle frontalier où convergent le Bénin, le Niger et le Nigeria, les attaques ont progressé de 86% en une seule année entre 2024 et 2025, 86% en 12 mois. Pense à ce que ça signifie concrètement pour les populations qui vivent dans cette région, pour les agriculteurs, les éleveurs, les commerçants, les fonctionnaires, les militaires déployés là-bas. C'est une guerre sourde, peu médiatisée, mais réelle et croissante. Maintenant, comprends la géographie de ce drame. Le complexe de parc naturel W. Arli Pendjari, un immense espace naturel protégé, se trouve exactement à la jonction du Bénin, du Burkina Faso et du Niger. Des milliers de kilomètres carrés de savanes, de forêts-galeries, de zones difficiles à surveiller, difficiles à patrouiller, difficiles à contrôler. Et c'est précisément dans cet espace que les groupes armés ont établi leur terrain de jeu. Ils entrent au Bénin pour frapper, ils ressortent au Burkina Faso pour se regrouper, ils se déplacent vers le Niger pour se ravitailler. Ils ne respectent pas les frontières. Pour eux, les frontières n'existent pas. Ils utilisent les frontières, ils en exploitent les angles morts. Ils profitent de l'absence de coordination entre les États pour circuler librement d'un territoire à l'autre. Et c'est là que la catastrophe diplomatique des années précédentes prend toute sa dimension tragique. Parce que, pendant que les groupes terroristes traitaient la zone de Arli Pendjari comme un seul et même espace opérationnel, les 3 États qui se partagent ce territoire, le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, refusaient de se parler. Les canaux d'échange de renseignements étaient coupés. Les mécanismes de coordination étaient paralysés.
Et le retrait de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO au début de 2025 avait définitivement enterré ce qui restait de la coopération sécuritaire régionale. Le résultat est arithmétique. Un ennemi unifié contre des États fragmentés ne peut que gagner. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les années 2023, 2024 et 2025, précisément les années pendant lesquelles les diplomaties ne se parlaient sans doute plus, sont aussi les années pendant lesquelles les attaques dans le nord du Bénin ont explosé. La corrélation n'est pas une coïncidence. C'est une causalité directe. Comprends maintenant l'urgence absolue qui pousse Ouadagni dans ses avions. Ce n'est pas du prestige diplomatique. Ce n'est pas de l'image politique. C'est une nécessité vitale. Il a été élu pour protéger son pays. Et son pays est en train d'être attaqué depuis des frontières avec lesquelles il ne communiquait plus. C'est comme essayer d'éteindre un incendie en coupant la communication avec les pompiers qui sont de l'autre côté du mur. Tu ne peux pas gagner cette guerre seul. Le nord du Bénin ne peut pas être sécurisé par les seules forces béninoises tant que les groupes armés peuvent librement se réfugier au Burkina ou au Niger dès qu'ils sentent la pression monter. La seule façon de briser cette logique, c'est la coordination, l'intelligence partagée, les opérations conjointes, le renseignement en temps réel. Et pour avoir tout ça, il faut parler aux voisins. Il faut rouvrir les canaux diplomatiques, il faut se serrer la main, même si les chemins parcourus ces dernières années n'ont pas toujours été les mêmes. Et c'est là que l'étape de Bamako devient la plus importante de toutes. Pas Niamey, pas Ouagadougou. Bamako. Parce que parmi les 3 membres de l'Alliance des États du Sahel, c'est le Mali qui a la position la plus ferme, la plus intransigeante, la plus exigeante en matière de respect de la souveraineté. Le Mali a été le premier à expulser les forces françaises. Le Mali a payé un prix diplomatique et économique considérable pour son indépendance stratégique. Le Mali a construit son identité nationale depuis le putsch de 2020 sur une idée simple et radicale. Aucune ingérence étrangère, aucune exception, aucun compromis. Et quand le Mali dit ça, ce n'est pas une posture. C'est une conviction ancrée dans des décennies de frustration postcoloniale, dans le sang versé par des soldats maliens, dans la mémoire collective d'un peuple qui a regardé sa souveraineté lui être confisquée pendant trop longtemps. Alors quand Ouadagni se pose à Bamako le 9 juin 2026, il ne se présente pas à une réunion diplomatique ordinaire. Il se présente à un examen, un test de sincérité, un test de positionnement. Bamako veut savoir, est-ce que ce nouveau président du Bénin est vraiment en train de changer de cap, ou est-ce qu'il vient juste acheter un peu de paix diplomatique pendant que la France continue à opérer depuis le sol béninois? Est-ce que Cotonou cherche une vraie coopération basée sur la réciprocité et le respect mutuel, ou est-ce que le Bénin veut s'insérer dans le sillage de l'Alliance uniquement pour protéger ses intérêts commerciaux tout en maintenant ses liens avec Paris? Ces questions, Bamako ne les pose pas à voix haute dans les communiqués officiels, mais elles sont présentes dans chaque poignée de main, dans chaque formulation soigneusement choisie, dans chaque point de l'agenda des négociations. Et pour comprendre à quel point elles sont centrales, il faut maintenant parler du nœud gordien qui peut faire s'effondrer tout ce que Ouadagni est en train de construire. Ce nœud, c'est la présence militaire française sur le sol béninois. Et c'est là que l'histoire devient vraiment complexe. Parce que la France est la raison pour laquelle le Niger a fermé sa frontière avec le Bénin en 2023. Pas pour des raisons économiques, pas pour des raisons commerciales, pour des raisons sécuritaires et symboliques. Niamey regardait les forces françaises basées en territoire béninois comme un outil potentiel de déstabilisation, comme une épée de Damoclès pointée en direction des nouvelles autorités de transition nigériennes. Paris a tenté d'expliquer sa position. Le chef d'état-major français est allé à Cotonou plus tôt cette année pour affirmer qu'il n'y a pas de base militaire permanente sur le sol béninois, seulement des missions de formation, des renseignements et des patrouilles anti-piraterie dans le golfe de Guinée. Tout ça à la demande officielle du gouvernement béninois, a-t-il précisé. Mais l'Alliance des États du Sahel n'accepte pas cette version des faits. Et tu dois comprendre pourquoi. Parce que l'Alliance a été construite dans son ADN le plus profond sur un rejet viscéral et total de la présence militaire étrangère sur le sol africain. C'est leur acte fondateur. C'est ce qui les unit. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont tous les 3, à des moments différents, décidé d'expulser les soldats français de leur territoire. C'est la pierre angulaire de leur identité politique commune. Alors quand tu leur demandes de partager leurs renseignements les plus sensibles, leurs stratégies sécuritaires les plus secrètes, avec un pays qui héberge encore la présence militaire de la puissance qu'ils ont précisément chassée. Tu comprends le problème. Ce n'est pas une question de mauvaise volonté, ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la cohérence stratégique. Si tu as expulsé quelqu'un de chez toi parce que tu le considères comme un espion, comment peux-tu faire confiance à ton voisin qui a gardé cet espion dans sa maison? C'est aussi simple que ça. Et c'est précisément le mur invisible que Ouadagni devait affronter lors de sa visite à Bamako. Pas les questions de commerce, pas les infrastructures, pas même le terrorisme.
La vraie question centrale, celle qui est dans tous les esprits mais dans aucun discours officiel, c'était « Est-ce que le Bénin va maintenir ses liens avec Paris ou est-ce que la rupture est réelle ?» Et là, quelque chose de significatif s'est produit. Mais avant que je te révèle exactement ce qui s'est dit et ce qui a été décidé dans la salle de réunion de Bamako, il faut que tu comprennes une chose que presque personne n'est en train d'analyser correctement. Ce qui se joue ici n'est pas seulement la relation bilatérale entre le Bénin et le Mali. Ce qui se joue, c'est l'architecture sécuritaire de toute l'Afrique de l'Ouest pour les 10 prochaines années. Et au centre de cette architecture, il y a une compétition silencieuse entre deux voisins côtiers qui ne se disent pas grand-chose publiquement, mais qui regardent la même opportunité. Le Bénin d'un côté, le Togo de l'autre. Ces deux pays se livrent une bataille discrète pour devenir le hub logistique et diplomatique privilégié de l'Alliance des États du Sahel. Et le mouvement de Ouadagni est en partie une réponse à des initiatives similaires que Lomé avait déjà commencé à mettre en place. C'est une course. Et celui qui gagne cette course n'obtient pas qu'un avantage commercial. Il obtient un levier géopolitique considérable pour les décennies à venir. Maintenant, revenons au communiqué conjoint publié à l'issue de la rencontre entre le président Ouadagni et le général Assimi Goïta. Un document qui, lu entre les lignes, révèle bien plus que ce que les diplomates veulent bien dire publiquement. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur attachement aux principes fondamentaux. Respect de la souveraineté, non-ingérence dans les affaires intérieures, intégrité territoriale. Ces formulations ne sont pas des platitudes protocolaires. Dans le contexte de la relation Bénin-Mali, chaque mot de cette liste est une réponse implicite aux tensions des dernières années. Quand Mali dit « respect de la souveraineté », il dit « Nous avons entendu ton message de non-alignement ». Quand il dit « non-ingérence », il dit « Nous attendons de voir si ces mots se traduisent en actes concrets ». Et quand il accepte l'invitation à aller visiter Cotonou à une date qui sera fixée par voie diplomatique, il dit « La porte est ouverte, mais tu dois encore la mériter ». Les deux délégations ont également convenu de hisser leur coopération économique et culturelle à un niveau supérieur, avec comme outil concret la deuxième session de la Grande Commission mixte de coopération Bénin-Mali. Une commission mixte, dans le langage diplomatique, c'est le mécanisme institutionnel qui donne une structure régulière et permanente aux échanges entre deux pays. Sa relance après des années de stagnation est un signal fort. Ça dit, nous ne faisons pas que nous parler aujourd'hui. Nous mettons en place les structures pour continuer à nous parler demain, après-demain et dans 10 ans. C'est la différence entre une réconciliation de façade et une normalisation durable. Et puis il y a la question du général Sadio Camara. Le ministre de la Défense malienne, mort lors des attaques terroristes du 25 avril 2026. Ouadagni a pris le temps, dans sa rencontre avec Goïta, de présenter ses condoléances pour cette perte. Ce n'est pas une formalité. Dans le contexte de la lutte antiterroriste au Sahel, la mort d'un ministre de la Défense au combat est un événement d'une gravité extrême. En le mentionnant explicitement, Ouadagni envoie un message précis « Je comprends ce que vous traversez, je comprends le prix que vous payez, et je veux en faire partie. Je ne veux plus regarder de loin pendant que vos soldats meurent sur des fronts que nous partageons. Voilà le vrai sens de ce geste protocolaire en apparence anodin. » Alors, quel bilan tirer de cette visite historique à Bamako ? La réponse courte. Les fondations d'une nouvelle architecture diplomatique viennent d'être posées. Mais les fondations ne font pas encore une maison. Et c'est là que la deuxième partie de cette histoire devient encore plus fascinante et plus incertaine. Parce que ce que Ouadagni a accompli en 2 semaines est remarquable. Mais ce qu'il doit encore accomplir pour que tout ça devienne réel, pour que les mots se transforment en coordination sécuritaire effective, en commerce relancé, en frontières véritablement rouvertes, c'est là que les défis les plus complexes commencent vraiment. Et le plus grand de ces défis, celui dont personne ne parle franchement dans les cercles diplomatiques. Ce moment est arrivé plus vite que quiconque ne l'anticipait. Parce que pendant que les diplomates échangeaient des sourires devant les caméras à Bamako, à quelques milliers de kilomètres de là, dans les bureaux parisiens du ministère des Armées, des officiers suivaient cette tournée sahélienne de Ouadagni avec une attention inhabituelle. Et ce qu'ils voyaient ne les réjouissait pas. Parce que chaque poignée de main entre le nouveau président béninois et les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel représentait un risque pour une chose que la France n'est pas prête à abandonner facilement. Son accès stratégique à l'Afrique de l'Ouest. Et c'est là que cette histoire bascule d'un récit de diplomatie ordinaire vers quelque chose de bien plus profond, bien plus dangereux et bien plus décisif pour le futur de la région. Mais commençons, là où nous nous sommes arrêtés. Nous avions posé la question centrale. Est-ce que Ouadagni va choisir une rupture réelle avec la présence militaire française sur le sol béninois, ou va-t-il naviguer dans le flou, essayant de maintenir simultanément sa nouvelle amitié avec l'Alliance et ses liens anciens avec Paris ? Cette question n'est pas rhétorique. C'est une fourche dans la route, et les deux directions mènent à des destinations radicalement différentes. La direction de la clarté totale, du repositionnement stratégique assumé, serait celle qui convaincrait vraiment Bamako, Niamey et Ouagadougou que le Bénin est un partenaire de confiance.
mais elle comporterait un coût diplomatique et politique considérable avec la France. La direction du double jeu, du maintien de toutes les options ouvertes, serait celle qui préserverait les relations avec Paris, mais minerait définitivement la confiance de l'Alliance. Et une alliance sans confiance ne partage aucun renseignement sensible. Aucun. Pour saisir ce que cette fourche implique réellement, il faut regarder ce que l'intelligence partagée signifie dans la réalité concrète des opérations antiterroristes dans cette région. Oublie les images de généraux qui échangent des dossiers dans des salles de réunion feutrées. Dans le nord du Bénin, dans le triangle V. Harli Pendjari, le renseignement qui sauve des vies, c'est celui qui dit « Un groupe de 40 combattants vient de traverser la frontière burkinabé ce matin, à l'aube, et se dirige vers tel village à l'est. » C'est une information qui doit voyager en quelques heures, pas en quelques semaines. C'est une information qui doit être vérifiée par des sources humaines sur le terrain, par des capteurs électroniques, par des réseaux d'informateurs locaux qui ne parlent qu'à ceux en qui ils ont une confiance absolue. Ce type d'information ne se partage qu'avec des alliés dont tu es certain à 100% qu'ils ne vont pas la faire passer à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui pourrait l'utiliser contre toi, ou pire, contre tes sources. Et c'est là que la présence française en territoire béninois devient bien plus qu'un problème symbolique. Les services de renseignement de l'Alliance des États du Sahel ont une expérience directe, douloureuse et récente de ce que ça signifie de partager des informations dans un cadre où la France est présente. Des opérations compromises, des sources brûlées, des convois attaqués peu de temps après que des informations avaient été partagées dans des réunions multilatérales auxquelles participaient des officiers liés à Paris. Que ces faits soient prouvés ou suspectés, ils font partie de la mémoire institutionnelle des armées sahéliennes. Et cette mémoire ne s'efface pas avec un communiqué diplomatique, aussi bien rédigé soit-il. Elle s'efface uniquement avec des actes irréversibles, des actes qui coûtent quelque chose. Ouadani le sait, il a été ministre des Finances, il comprend que dans la vie, comme dans les affaires, la confiance a un prix, et que si tu veux que quelqu'un t'accorde une confiance élevée, tu dois être prêt à payer ce prix. La question est-il prêt à le payer ? Et plus encore, le système politique béninois dans son ensemble est-il prêt à accepter les conséquences de ce paiement ? Parce que le Bénin n'est pas une dictature. C'est un pays avec des élites économiques, des milieux d'affaires, des réseaux financiers qui ont des liens historiques avec la France. Une rupture diplomatique avec Paris ne serait pas accueillie avec enthousiasme par toutes les couches de la société béninoise. Ce serait un choix douloureux, disputé, qui diviserait l'opinion. Et Ouadani, investi depuis 15 jours, n'a pas encore le capital politique pour absorber ce choc. Alors que fait-il ? Il joue la carte de l'ambiguïté constructive. Et à court terme, ça fonctionne. Parce que l'Alliance des États du Sahel n'est pas fermée à l'ambiguïté dans la phase exploratoire. Bamako, Niamey et Ouagadougou ont compris depuis longtemps que les transformations géopolitiques ne se font pas du jour au lendemain. Ils ont eux-mêmes traversé des périodes de transition, des moments où leurs options n'étaient pas toutes clairement définies. Ils peuvent accorder du temps, mais le temps qu'ils accordent n'est pas illimité, et il s'accompagne de tests. Des tests discrets, imperceptibles pour les observateurs extérieurs, mais parfaitement visibles pour ceux qui les posent. Des micro-signaux, des décisions de bas niveau qui révèlent les vraies priorités. La façon dont le Bénin va gérer tel incident frontalier, la façon dont Cotonou va répondre tel appel du pied de Paris, la composition des délégations techniques envoyées pour négocier le partage de renseignements. Tous ces petits détails constituent le vrai examen que Ouadani passe en ce moment, bien loin des caméras et des communiqués officiels. Maintenant, parlons de l'autre dimension de cette histoire, la compétition Bénin-Togo. Parce qu'il y a un acteur dans cette région que beaucoup d'analystes ignorent quand ils commentent la tournée de Ouadani, et cet acteur a été beaucoup plus actif que le Bénin ces derniers mois. Le Togo, sous Faure Gnassingbé, a depuis longtemps identifié l'opportunité que représente le désenclavement des pays du Sahel. Lomé s'est positionné comme un pont entre la côte et l'intérieur du continent. Le port de Lomé a investi dans ses infrastructures. La diplomatie togolaise a maintenu des canaux ouverts avec toutes les parties, y compris avec les gouvernements de transition sahéliens. Le premier ministre togolais était d'ailleurs à Cotonou pour l'investiture de Ouadani, un signal que Lomé surveille de près les mouvements de son voisin. Et maintenant, Ouadani arrive avec une stratégie similaire, mais avec des atouts différents. Le port de Cotonou est plus proche du Niger. Les infrastructures routières qui relient Cotonou à Niamey existent déjà, même si elles ont besoin de réhabilitation. Et le Bénin dispose d'une profondeur économique et institutionnelle que le Togo, plus petit, ne peut pas toujours égaler. Cette compétition entre Bénin et Togo n'est pas une guerre. Personne ne met des mines sur les routes de l'autre. Mais c'est une course pour les investissements, pour les contrats de transport, pour les accords de facilitation commerciale. Et dans cette course, le premier qui sécurise des accords structurants avec l'Alliance des États du Sahel obtient un avantage qui sera très difficile à rattraper. Le premier qui devient le partenaire logistique de référence pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso construit une relation économique qui générera des revenus, des emplois et de l'influence pendant des décennies. Ouadani joue ce jeu avec les armes de l'urgence diplomatique. En se déplaçant lui-même, aussi rapidement, aussi haut dans la hiérarchie protocolaire, il dit aux dirigeants sahéliens « Pour nous, vous êtes une priorité numéro 1,
pas un dossier que nous gérons de loin depuis le confort de nos bureaux. Et il faut aborder maintenant quelque chose que très peu de commentateurs ont mis en lumière, la dimension interne de cette politique étrangère. Parce que Ouadagni n'est pas seulement en train de jouer une partie internationale, il est aussi en train de jouer une partie nationale. En se positionnant comme le président qui a réparé les relations avec les voisins, qui a ouvert les corridors commerciaux, qui a sécurisé les frontières du Nord, si tout ça fonctionne, il construit une légitimité politique domestique qui lui permettra de gouverner avec plus d'autorité et plus de marge de manœuvre. Un président qui ramène des milliards de francs CFA de commerce supplémentaires, qui fait baisser le prix des denrées dans les marchés, qui réduit l'insécurité dans les zones qui vivaient sous la menace permanente des attaques djihadistes. Ce président est politiquement invincible. Et Ouadagni, l'ancien technocrate qui s'est compté, a certainement calculé ce retour sur investissement politique autant que le retour sur investissement économique. Parlons maintenant de la géopolitique du renseignement dans le Sahel parce que c'est un sujet fascinant et sous-analysé. Depuis le retrait de l'alliance de la CEDEAO début 2025, les canaux formels de partage d'informations sécuritaires entre les membres de l'alliance et les pays côtiers, comme le Bénin, se sont effondrés. Mais la menace terroriste, elle, n'a pas attendu que les diplomates se réconcilient. Les groupes armés qui opèrent dans la zone d'Abu Arli Pendjari ont des structures de commandement qui transcendent les frontières. Leur réseau d'approvisionnement traverse plusieurs pays. Leurs financements viennent de sources lointaines. Leurs recruteurs travaillent dans des pays côtiers autant que dans les zones rurales du Sahel. Pour suivre ces réseaux, pour les cartographier, pour anticiper leurs mouvements, tu as besoin d'une vision à 360 degrés. Une vision qui nécessite des sources dans plusieurs pays simultanément. Et ça, c'est impossible sans coopération transnationale. Voilà pourquoi la relance du renseignement partagé entre le Bénin et les pays de l'Alliance n'est pas seulement bonne pour le Bénin. Elle est bonne pour tout le monde. Un Bénin mieux informé sur les mouvements des groupes armés dans sa zone nord peut alerter le Burkina et le Niger avant que ces groupes ne franchissent les frontières. Un Niger qui surveille les zones d'approvisionnement proches de la frontière béninoise peut prévenir Cotonou d'une attaque imminente. Un Mali qui suit les flux de financement peut partager des informations sur des réseaux qui sont actifs sur tout l'espace vœu Arli Pendjari. C'est une architecture d'information distribuée, résiliente, bien plus efficace que les structures centralisées qui se sont effondrées avec la crise CEDEAO. Et cette architecture, elle ne peut exister que si la confiance entre les acteurs existe d'abord. C'est pourquoi les signaux que le Mali a envoyés avant même la visite de Ouadagni méritent une lecture attentive. Bamako avait délégué son ministre des Affaires étrangères pour assister à l'investiture de Ouadagni, porteur d'un message personnel du général Goïta. Ce message exprimait une disponibilité à construire une relation fondée sur le respect de la souveraineté, des choix stratégiques de chaque nation et des intérêts de leurs peuples respectifs. Chaque mot de cette formulation est pesé. Respect des choix stratégiques. Cela signifie que Bamako ne demande pas au Bénin de choisir exactement le même camp qu'eux. Mais ça signifie aussi: ne nous demandez pas de partager nos secrets si vous maintenez une relation avec notre ennemi déclaré. Ce n'est pas une porte fermée, mais c'est une porte conditionnelle. Et les conditions sont claires, même si elles ne sont pas énoncées explicitement dans les communiqués. Abordons maintenant ce que signifie la relance de la Grande Commission mixte de coopération Bénin-Mali. Cette structure institutionnelle, dont la deuxième session a été inscrite à l'agenda lors de la rencontre du 9 juin, représente bien plus qu'un mécanisme bureaucratique. C'est un calendrier d'engagement. Quand deux pays décident de relancer une commission mixte, ils s'engagent à préparer des dossiers, à envoyer des délégations techniques, à négocier des accords sectoriels, à faire travailler ensemble leurs ministères, leurs agences, leurs entreprises. C'est une relation qui devient quotidienne, opérationnelle, incarnée dans des procédures et des institutions. Et c'est exactement le type de relation qui rend les retours en arrière coûteux et difficiles. Parce que quand tu as des dizaines de fonctionnaires des deux côtés qui travaillent ensemble sur des dossiers communs, quand tu as des entreprises qui ont signé des contrats en s'appuyant sur les accords de la commission mixte, quand tu as des investissements qui sont engagés sur la base de cette coopération, tu as créé une réalité économique et institutionnelle qui résiste beaucoup mieux aux turbulences politiques que de simples déclarations d'intention. Regardons maintenant la dimension régionale et internationale que les deux chefs d'État ont abordée lors de leurs entretiens. Parce que la rencontre Goïta-Ouadagni n'était pas uniquement bilatérale. Les deux dirigeants ont passé en revue la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel et ont insisté sur la nécessité d'une coordination renforcée dans la lutte contre le terrorisme. Ils ont également évoqué les grandes questions multilatérales d'intérêt commun au sujet desquelles ils ont constaté, et c'est la formulation officielle du communiqué, une convergence de vues. Cette convergence de vues n'est pas anodine. Dans le contexte post-CEDEAO, dans un monde où les blocs géopolitiques se reconfigurent rapidement, avoir une vision alignée entre un pays côtier et un pays de l'Alliance sur les grandes questions mondiales, c'est le début d'une nouvelle solidarité diplomatique. Une solidarité qui pourrait, à terme, donner à l'Alliance un poids international plus important et offrir au Bénin une plateforme d'influence qu'il ne peut pas se construire seul. Il faut maintenant parler du moment le plus symbolique, le plus chargé émotionnellement de toute cette visite.
ce moment où Ouadani a présenté ses condoléances à Goïta pour la mort du général Sadio Camara lors des attaques du 25 avril 2026. Camara n'était pas un simple officier. C'était le ministre d'État chargé de la défense nationale. Sa mort dans des circonstances liées au terrorisme illustre de manière tragique et concrète la réalité de la guerre que mène le Mali depuis des années. En présentant ses condoléances de façon formelle et solennelle, Ouadani ne fait pas que respecter un protocole de deuil. Il dit quelque chose de bien plus profond. « Je reconnais le sacrifice de vos soldats. Je reconnais que la guerre que vous menez est réelle et coûteuse. Et je veux que le Bénin cesse d'être absent de cette solidarité. » Ce moment a certainement pesé dans l'atmosphère de la rencontre. Les généraux et les hommes qui dirigent des pays en guerre ont une sensibilité particulière à ces marques de reconnaissance. Ce n'est pas de la sentimentalité. C'est de la politique à sa forme la plus humaine et la plus efficace. Maintenant, levons les yeux au-delà du 9 juin 2026. Que va-t-il se passer dans les semaines, les mois, les années qui viennent ? Si Ouadani réussit ce qu'il a commencé, le Bénin sera dans 5 ans le principal partenaire logistique et sécuritaire des pays de l'Alliance. Le corridor Cotonou-Niamey sera pleinement rouvert et modernisé. Le port de Cotonou aura retrouvé ses flux commerciaux avec le Sahel et en aura ajouté de nouveaux. Une architecture de renseignement partagée sera en place, discrète mais fonctionnelle, qui aura contribué à réduire significativement les attaques dans le nord du Bénin. Et Bamako, qui était il y a encore 2 ans le pays le plus méfiant à l'égard de Cotonou, sera devenu un allié diplomatique essentiel pour la projection internationale du Bénin. Mais si Ouadani échoue, ou plutôt si les contraintes structurelles que nous avons identifiées finissent par bloquer cette transformation, le tableau est bien plus sombre. La frontière avec le Niger reste symboliquement fermée dans les faits, malgré les accords sur le papier. Les attaques dans le nord du Bénin continuent d'augmenter parce que la coordination sécuritaire n'a jamais été mise en place vraiment. Le commerce reprend à moitié, insuffisamment pour justifier les investissements dans les infrastructures. Et le Bénin se retrouve coincé entre 2 mondes, trop proche de l'Alliance pour maintenir une relation productive avec Paris, mais pas assez proche pour bénéficier de la vraie solidarité sahélienne. Ce scénario-là serait le pire des 2 mondes. Et pour l'éviter, Ouadani n'a pas de marge d'erreur. Voilà pourquoi les prochains mois seront absolument déterminants. Il faut regarder plusieurs indicateurs précis. Premièrement, est-ce que le comité d'experts créé lors de la rencontre Ouadani-Tiani respectera le délai de 15 jours pour présenter ses recommandations sur la réouverture de la frontière ? Et si les recommandations sont faites, est-ce qu'elles seront suivies d'effets concrets sur le terrain ? Deuxièmement, est-ce que la date de la grande commission mixte de coopération Bénin-Mali sera fixée rapidement ou est-ce qu'elle sera repoussée indéfiniment, ce qui serait un signal que l'entourage